Dans les terres arides entre le Tigre et l'Euphrate, sous des couches de poussière millénaires, des milliers de tablettes d'argile attendent dans le silence. Elles racontent une histoire que personne n'avait entendue pendant des siècles, une histoire de conflits oubliés, de villes détruites et d'une civilisation qui a disparu presque sans trace. Les archéologues qui les ont découvertes ont d'abord cru lire des récits mythologiques, des fictions anciennes gravées pour l'éternité. Mais en superposant les indices, en décryptant les noms des rois et les dates, une autre réalité a émergé, celle d'une guerre totale qui a transformé le monde antique. Les cunéiformes ne mentaient pas. Elles ne racontaient que ce qui s'était réellement passé, et ce qui s'était passé était bien plus étrange que toute légende. Lagash était autrefois une ville dont le nom résonnait à travers toute la Mésopotamie antique. Non pas pour sa beauté architecturale, bien que ses murs aient dû être imposants, mais pour son rôle de centre économique et religieux dans ce qui allait devenir le berceau de la civilisation occidentale. Les fouilles archéologiques menées au XIXe siècle ont révélé des ruines étalées sur plusieurs kilomètres, couche après couche de débris qui racontaient plusieurs millénaires d'occupation humaine. Ce n'était pas une simple ville. C'était un empire miniature, une cité-État gouvernée par ses propres rois, administrée par une bureaucratie complexe et dotée de temples si richement décorés qu'on pouvait y lire l'histoire d'une société en plein apogée. Ce qui frappa les premiers explorateurs, c'est que Lagash semblait avoir connu deux périodes distinctes, une première d'expansion et de prospérité, et une seconde d'interruption brutale. Entre les deux, il y avait une couche de cendres et de débris calcinés. Les murs ne présentaient pas les signes d'une dégradation lente. Ils portaient les marques d'une destruction méthodique, systématique. Des briques cassées, des colonnes effondrées, des structures qui s'élevaient autrefois vers le ciel maintenant réduites à des fragments. Les archéologues allemands qui ont travaillé sur le site au début du XXe siècle ont compris qu'ils ne regardèrent pas les traces du temps qui passe. Ils regardaient les cicatrices d'une violence organisée. Les demeures les plus anciennes, datant des alentours de 3200 ans avant notre ère, révélaient une société structurée. Il y avait des quartiers réservés aux administrateurs, d'autres aux artisans, et des zones où se concentraient les greniers et les entrepôts. Des céramiques raffinées jonchèrent le sol, des vases peints, des récipients pour l'huile et le grain, des objets qui témoignaient d'un commerce florissant. On retrouvait aussi des seaux cylindriques, ces petits cylindres de pierre que les anciens Sumériens roulaient sur l'argile pour authentifier les documents. Chaque seau portait le nom de son propriétaire et des symboles représentant sa profession ou son statut. Ces détails matériels racontaient une histoire quotidienne, celle d'une ville vivante, complexe, fonctionnant selon des règles établies. Mais cette prospérité apparente cachait une réalité politique tumultueuse. Les tablettes découvertes dans les niveaux les plus anciens mentionnaient des alliances entre villes, des échanges commerciaux et surtout des contentieux. Des disputes concernant l'eau des canaux d'irrigation, les terres arables et les droits de passage. Dans une région où chaque goutte d'eau était précieuse, où les conditions climatiques étaient imprévisibles, ces conflits n'étaient jamais mineurs. Ils reflétaient des enjeux existentiels. La survie d'une cité-État dépendait de sa capacité à contrôler les ressources hydrauliques et terrestres. Et Lagash, malgré son apparent bien-être, ne cessait de se battre pour maintenir son emprise sur les territoires qui l'entouraient. Les bâtiments publics excavés révélaient aussi une organisation religieuse sophistiquée. Le temple principal, dédié au dieu Ningirsu, occupait une position centrale dans la vie urbaine. Ce n'était pas qu'un lieu de culte. C'était aussi le cœur administratif et économique de la cité. Le clergé gérait les terres du temple, supervisait les travaux des paysans et entreposait les récoltes. Les sculptures et les inscriptions trouvées dans ces ruines parlaient d'offrandes royales, les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre la plus directe sur de guerre, de victoires militaires gravées dans la pierre, de rois qui s'étaient taillés une réputation de conquérants. Parmi ces ruines, les archéologues trouvèrent aussi des armes, des pointes de lances en cuivre, des fragments de boucliers en bois, des restes corrompus d'armures. Ces découvertes, bien que modestes comparées à ce qu'on trouverait dans les cités-États voisines, suggéraient que la violence n'était pas étrangère à Lagash. C'était un prix régulièrement payé pour exister en Mésopotamie antique. Mais ce qui rendait ces découvertes particulièrement troublantes, c'est que les traces de destruction semblaient s'aggraver avec le temps. Les niveaux archéologiques les plus récents contenaient plus de débris, plus de signes d'incendie, plus de désordre que les niveaux plus anciens.
comme si la société avait basculé progressivement vers un état de chaos croissant. Ce qui rendait Lagash intéressante aux yeux des historiens modernes, c'est que, contrairement à de nombreuses autres civilisations perdues, Lagash avait laissé des traces écrites. Beaucoup de traces. Des milliers de tablettes avaient survécu, enfouies dans les ruines, préservées par l'argile et le temps. Ces documents n'étaient pas des œuvres littéraires ou des réflexions philosophiques. C'étaient des listes d'inventaires, des contrats commerciaux, des décrets royaux, des correspondances administratives. Des documents prosaïques du quotidien qui, lorsqu'on les assemblait, comme les pièces d'un puzzle, permettaient de reconstituer non seulement l'histoire de Lagash, mais aussi celle de toute une région. Les archéologues comprirent rapidement que pour comprendre la destruction de Lagash, ils devaient lire ces tablettes avec attention, car les documents eux-mêmes contenaient l'histoire de la guerre qui avait ruiné la cité. Cette histoire commençait bien avant que les murs ne s'effondrent, bien avant que les incendies ne ravagent les quartiers. Elle commençait par des mots gravés dans l'argile, par des réclamations, des protestations, des menaces. Elle commençait par une dispute sur l'eau. L'écriture cunéiforme n'était pas apparue en Mésopotamie par hasard, ni comme expression artistique ou poétique. Elle était née d'une nécessité économique brutale. À mesure que les sociétés mésopotamiennes s'étaient complexifiées, au 4e millénaire avant notre ère, les dirigeants avaient eu besoin de méthodes pour enregistrer les transactions, compter les récoltes et légaliser les arrangements entre entités. Les premiers systèmes d'écriture étaient purement pictographiques, des petits dessins représentant des objets ou des quantités. Un dessin de grain signifiait du grain, une série de marques représentait le nombre. C'était simple, efficace, mais limité. Progressivement, le système avait évolué. Les pictogrammes s'étaient stylisés et simplifiés, transformés en signes géométriques que les scribes pouvaient graver rapidement dans l'argile avec un poinçon pointu. Ces signes avaient commencé à représenter non seulement des objets, mais aussi des sons. Un signe pouvait signifier à la fois l'objet qu'il représentait et le son de son nom. Ce développement était révolutionnaire. Il permettait d'écrire des mots abstraits, des concepts, des sentiments. Il permettait de conserver non seulement des chiffres et des listes, mais aussi des histoires, des lois et des récits de guerre. En Mésopotamie, ce pouvoir transformateur de l'écriture avait d'abord été monopolisé par une classe de scribes professionnels. Ces hommes, formés dès l'enfance à l'apprentissage des centaines de signes que comportait le système cunéiforme, occupaient une position privilégiée dans la société. Ils travaillaient pour les temples, pour les palais royaux, pour les marchands. Leur maîtrise de l'écriture leur donnait un pouvoir considérable, car eux seuls pouvaient authentifier les documents, les contrats, les décrets royaux. Les scribes étaient les gardiens de la mémoire et de l'ordre administratif. Ce pouvoir s'étendait aussi à la propagande. Les rois découvrirent rapidement qu'ils pouvaient utiliser l'écriture pour laisser des traces de leurs accomplissements. Des inscriptions royales étaient gravées sur des stèles de pierre, placées dans les temples ou dans les places publiques. Ces inscriptions ne racontaient jamais les défaites ou les erreurs. Elles énuméraient les victoires militaires, les temples construits, les terres conquises, les dieux honorés. C'était une forme de contrôle de la narration, un effort pour façonner la mémoire collective en fonction de la volonté des puissants. Mais les tablettes d'argile étaient différentes des stèles. Elles étaient plus fragiles, moins prestigieuses, plus accessibles à la bureaucratie quotidienne. C'était sur les tablettes que les véritables détails de la vie administrative s'accumulaient, les listes de travailleurs, les comptes de récolte, les distributions de nourriture, les dépenses militaires, et surtout c'était sur les tablettes que les rois et les gouverneurs écrivaient leur correspondance avec d'autres dirigeants. Ces lettres n'étaient pas destinées à la postérité, elles n'étaient pas gravées sur des monuments. Elles étaient simplement archivées, stockées dans les palais et les temples, oubliées après que leur message immédiat avait été transmis. Ce que les archéologues modernes avaient découvert, c'est que ces correspondances quotidiennes, banales, étaient infiniment plus révélatrices que les grandes inscriptions royales, car dans ces lettres, on pouvait lire les vraies préoccupations des dirigeants anciens. On pouvait voir comment ils négociaient, comment ils menaçaient, comment ils tentaient de conclure des alliances. On pouvait lire les plaintes, les justifications, les appels à l'aide, et surtout, on pouvait y lire l'escalade progressive des tensions qui menaçaient d'être irréversibles. Les tablettes découvertes à Lagash et dans les cités-États voisines formaient une sorte d'archive accidentelle. Personne n'avait prévu qu'elles seraient découvertes des millénaires plus tard. Elles avaient simplement été conservées par chance, par l'effet de la destruction elle-même. Lorsque les villes avaient brûlé, lorsque les palais avaient été pillés,
Les tablettes d'argile stockées dans les archives avaient souvent survécu à l'incendie. L'argile, lorsqu'elle est exposée à une chaleur extrême, ne brûle pas complètement. Elle durcit, elle se vitrifie légèrement et elle préserve les marques faites à sa surface avec une fidélité remarquable. Les incendies qui avaient détruit les villes avaient aussi, paradoxalement, sauvé les archives. C'est pourquoi, en lisant les tablettes de Lagash, les archéologues pouvaient reconstituer non seulement une histoire politique et militaire, mais aussi une chronologie précise. Les tablettes étaient souvent datées. Les scribes antiques, consciencieux dans leur travail, enregistraient le jour, le mois et le règne du roi sous lequel la transaction avait eu lieu. En compilant ces dates, en vérifiant la consistance des mentions de noms de rois et de villes, les historiens modernes pouvaient construire une chronologie fiable des événements. La première grande découverte était que la cité-État de Lagash n'était pas seule en Mésopotamie. Elle coexistait avec plusieurs autres puissances régionales, dont la plus redoutable était Touma, une cité-État rivale située à quelques dizaines de kilomètres de distance. Entre Lagash et Houma, il existait un territoire disputé, une région fertile appelée la plaine de Gishtub, un espace limité où les deux puissances revendiquaient l'autorité. Et c'était précisément sur ce territoire que la tension était la plus aiguë. Car ce n'était pas seulement une question de prestige politique, c'était une question de survie. Le contrôle de cette plaine signifiait le contrôle de ressources hydrauliques essentielles, de terres arables et fertiles, et d'une route commerciale cruciale. Les plus anciennes tablettes mentionnaient ces disputes avec un ton relativement calme. Des plaintes, certes, mais énoncées dans un langage administratif, presque bureaucratique. Puis, à mesure que les archéologues avançaient chronologiquement, le ton changeait. Les lettres devenaient plus pressantes. Les demandes d'aide aux cités-États voisines devenaient plus fréquentes. Les énumérations d'armements augmentaient. C'était comme lire la progression d'une maladie dans un journal médical, chaque entrée révélant une nouvelle aggravation jusqu'à atteindre une crise finale. Si Lagash était un centre de pouvoir établi, une cité-État qui avait connu des siècles de stabilité relative, Houma était quelque chose de différent. Les tablettes qui mentionnaient Houma la décrivaient comme une puissance montante, une cité en expansion perpétuelle, gouvernée par des rois qui rêvèrent de dominer toute la région. Contrairement à Lagash, qui s'était fondée sur la continuité administrative et la légitimité religieuse, Houma semblait fonctionner selon d'autres principes. Ses dirigeants ne justifiaient pas leur pouvoir par une lignée dynastique ancienne ou par la faveur des dieux. Ils le justifiaient par la force, par la capacité à conquérir et à contrôler les terres. Les historiens ne savent que très peu de choses sur la structure interne d'Houma, précisément parce que les archives de cette cité-État nous sont parvenues en bien plus petit nombre. Les archéologues ont trouvé des vestiges de la ville, mais pas les montagnes de tablettes administratives qui caractérisaient Lagash. Cela signifiait qu'Houma n'avait peut-être pas eu une bureaucratie aussi sophistiquée, ou que ses archives avaient été détruites plus complètement, ou que les écrits d'Houma avaient été délibérément détruits par ses rivaux. Ce silence documentaire était en lui-même significatif. Ce qu'on ne disait pas était parfois aussi important que ce qu'on disait. Ce qu'on savait d'Houma provenait en grande partie des inscriptions de ses ennemis, des stèles et des tablettes émanant de Lagash, qui mentionnaient les agressions, les provocations et les violations de traités commises par Houma. Il fallait donc lire entre les lignes, en tenant compte du fait que ces sources étaient biaisées, écrites par ceux qui avaient une raison d'amplifier les offenses qu'ils avaient subies. Mais même en tenant compte de ce biais, le portrait qui émergeait était celui d'une cité-État agressive, belliqueuse, constamment en quête d'expansion territoriale. Les plus anciennes mentions d'Houma dans les tablettes de Lagash remontaient à plusieurs siècles avant la crise finale. À cette époque lointaine, les deux cités-États avaient coexisté dans une sorte de modus vivendi fragile. Elles échangeaient, elles commerçaient, mais elles se disputaient aussi constamment les ressources frontalières. Il y avait des invasions locales, des pillages, des captures de troupeaux. Mais ces incidents restaient relativement limités. Ils ne mobilisaient pas les ressources militaires complètes des deux puissances. C'étaient des guerres de frontières, typiques de la politique mésopotamienne. Tout avait changé lorsqu'un nouveau roi avait pris le pouvoir à Houma. Les tablettes mentionnaient un moment précis, une génération avant la catastrophe finale, où un souverain ambitieux était arrivé au pouvoir. Son nom était Enme-Baragessi, bien que certains doutes subsistent sur la prononciation exacte du cunéiforme. Ce roi avait semble-t-il décidé que le temps des petites escarmouches était révolu. Il avait une vision plus grande.
Umma devait devenir la puissance dominante de la région. Pour cela, il fallait éliminer ou au moins affaiblir considérablement Lagash. Enmé Baragessi avait commencé par renforcer son armée. Les tablettes enregistrant les dépenses du palais d'Umma mentionnaient une augmentation drastique de la production d'armes. Des cuivres étaient acheminés en plus grande quantité. Les forgerons d'Umma travaillaient jour et nuit pour fabriquer des lances, des pointes de flèches, des épées. Le recrutement s'accélérait aussi. Les paysans étaient levés en masse pour former une armée plus importante que ce que la région avait jamais vu jusqu'alors. C'était une mobilisation économique majeure, visible dans le détournement des ressources des projets civils vers l'appareil militaire. Enmé Baragessi avait aussi travaillé à la diplomatie. Il avait envoyé des émissaires aux autres cités-États mésopotamiennes, tentant de former une coalition contre Lagash. Certains documents suggèrent qu'il avait eu un succès relatif. Des cités-États plus petites, peut-être effrayées par la puissance croissante de Lagash ou séduites par les promesses d'Enmé Baragessi, avaient accepté de soutenir Umma ou au moins de rester neutres. Même les cités-États, qui ne s'étaient pas alliés directement à Umma, avaient réagi à cette nouvelle situation en renforçant leur propre défense, en augmentant leur stock d'armes et de nourriture. Mais Enmé Baragessi n'était pas content d'une simple menace. Il voulait tester la volonté de Lagash. Il y avait des incursions militaires, petites d'abord, puis de plus en plus importantes. Des armées d'Umma traversaient la plaine de Gishtub, le territoire disputé, et s'enfonçaient dans les terres considérées comme appartenant à Lagash. Ces incursions avaient un double objectif. D'une part, elles permettaient à Enmé Baragessi de montrer à ses alliés potentiels qu'Umma était capable de projeter sa puissance. D'autre part, elles servaient à affaiblir progressivement les défenses de Lagash, à épuiser ses ressources et ses troupes. Les tablettes de Lagash de cette période révélaient une montée progressive de l'anxiété. Les gouverneurs locaux écrivaient au roi de Lagash, demandant davantage de troupes pour défendre les frontières. Les revenus des terres frontalières diminuaient, car les paysans fuyaient devant les armées d'Umma. Les dépenses militaires augmentaient, créant une tension croissante sur l'économie déjà fragile de Lagash. Les commerçants évitaient les routes qui traversaient la région. Les alliances commerciales se défaisaient. Ce qui était particulièrement intéressant, du point de vue des historiens modernes, c'est que les rois de Lagash ne restaient pas passifs. Ils répondaient aux provocations d'Enmé Baragessi avec leur propre mobilisation militaire. Ils écrivaient aussi à d'autres cités-États cherchant des alliances défensives. Ils envoyaient aussi des messages à Enmé Baragessi, des avertissements, des rappels des traités qui, supposément, existaient entre les deux puissances. Mais ces messages, lus par les historiens modernes, avaient une qualité d'urgence croissante, de frustration, de conscience que les mots n'arrêteraient pas ce qui s'en venait. Au cœur de cette trajectoire irréversible vers la catastrophe, il y avait un homme. Les tablettes le nommaient Lugalzagessi, et il était le roi d'Umma qui allait finalement déclencher l'apocalypse régionale. Ce n'était peut-être pas Enmé Baragessi qui avait commencé à renforcer Umma, mais c'était Lugalzagessi qui allait transformer cette puissance croissante en force conquérante. Et contrairement à Enmé Baragessi, dont les actions avaient eu un caractère graduel, Lugalzagessi avait décidé de faire la guerre totale. Les historiens modernes ne savent pas grand-chose sur la jeunesse de Lugalzagessi, sur la façon dont il avait été formé à gouverner, ou sur les influences qui avaient façonné sa vision politique. Les tablettes anciennes ne nous donnent que des instantanés fragmentaires d'un homme qu'on ne peut jamais vraiment connaître. Mais ce qu'on peut déduire de ses actions, c'est qu'il était quelqu'un qui croyait que la guerre était la solution définitive aux problèmes de frontières et de pouvoir qui avaient caractérisé les relations entre Umma et Lagash pendant des générations. Lugalzagessi hérita d'une Umma déjà militarisée, déjà dirigée vers la confrontation. Mais au lieu de se contenter de maintenir cette tension, il décida de l'escalader. Il ordonna une mobilisation militaire sans précédent. Les documents d'Umma mentionnent le rassemblement d'une armée gigantesque pour l'époque. Peut-être 3000 hommes, peut-être plus. Ce chiffre peut sembler modeste aux yeux des guerriers modernes, mais en Mésopotamie ancienne, une armée de cette taille représentait une part énorme des ressources humaines et économiques disponibles. C'était une proportion comparable à celle d'une mobilisation totale dans une nation moderne. Pour lever une armée de cette taille, Lugalzagessi avait dû faire des choix économiques massifs. Les paysans qui auraient dû cultiver les champs étaient enrôlés pour porter des lances.
Les commerçants qui auraient dû vendre leurs marchandises étaient armés de boucliers. Les artisans qui auraient dû fabriquer des outils agricoles ou des vases de céramique travaillaient maintenant à la production d'armes de cuivre. L'économie entière d'Umma était devenue subordonnée à l'effort de guerre. Et cette transformation était réversible. Une fois une armée levée, elle devait être utilisée. Sinon, elle devenait un fardeau, une drain de ressources, une menace pour la stabilité intérieure. Lugalzagesi était également un homme de communication. Contrairement à certains rois qui confiaient entièrement leurs affaires à des ministres et à des scribes, Lugalzagesi semblait avoir été personnellement impliqué dans la rédaction de ses instructions et de ses décrets. Les tablettes, qui portaient son sceau personnel, révélaient un homme qui pensait en termes grands, qui articulait une vision d'empire, qui rêvait de dépasser les simples frontières territoriales pour créer une structure politique nouvelle. Dans ses écrits, il ne parlait pas seulement de conquérir Lagash, il parlait de dominer toute la Mésopotamie, de créer un empire unifié sous le pouvoir d'Umma. Mais avant de conquérir toute la Mésopotamie, il fallait d'abord détruire Lagash. Et c'est vers cet objectif que Lugalzagesi avait concentré ses premières énergies. Il envoya des ambassadeurs à Lagash, exigeant l'abandon du contrôle de la plaine de Gishtub. Il exigeait aussi les paiements de tribut. Et il fixait un délai. Les documents ne nous disent pas exactement combien de temps le roi de Lagash avait reçu pour réfléchir, mais les indices suggèrent que c'était quelques mois seulement. C'était un ultimatum. Le roi de Lagash à cette époque s'appelait Eannatum. Les sources anciennes ne le décrivent pas comme un belliqueux particulier. Il semble avoir été un homme plutôt administratif, concerné par la gouvernance interne de son royaume et par la paix commerciale. Les tablettes royales d'Eannatum parlent de construction de temples, de distribution de nourriture aux pauvres, de réformes administratives. Mais Eannatum n'était pas faible pour autant. Il avait hérité d'une Lagash puissante, d'une riche tradition militaire, d'une armée respectée. Et lorsque Lugalzagesi avait envoyé son ultimatum, Eannatum avait dû prendre une décision. La décision qu'il avait prise était peut-être une erreur, ou peut-être la seule action qu'un roi pouvait prendre face à une menace existentielle. Eannatum avait refusé les exigences de Lugalzagesi. Il avait déclaré que Lagash n'abandonnerait pas ses terres, qu'elle n'accepterait pas le statut de vassal d'Umma, qu'elle défendrait ses frontières par la force si nécessaire. C'était une déclaration courageuse, peut-être même héroïque du point de vue d'une chronique ancienne. Mais c'était aussi une déclaration qui fermait la porte à la négociation, qui transformait une dispute frontière en une question d'honneur et de survie nationale. Lugalzagesi avait reçu cette réponse avec ce qui semblait être une certaine satisfaction. Il avait ses raisons de faire la guerre, et maintenant il avait aussi une justification morale. Le roi de Lagash avait refusé les demandes raisonnables de paix. La responsabilité de la guerre qui suivrait incomberait à Lagash. C'était peut-être vrai, ou peut-être complètement faux, mais c'était la narration que Lugalzagesi allait promouvoir à travers toute la Mésopotamie pour légitimer son agression. Lorsque la guerre commence vraiment, elle ne commence pas avec une bataille grandiose. Elle commence par des changements minuscules, presque imperceptibles au premier abord, mais qui, lorsqu'on les regroupe, brossent le portrait d'une société qui se transforme. Les tablettes de Lagash de cette période précoce de conflit montrent ces petites disruptions accumulées. Les récoltes rapportées aux greniers royaux diminuent, non pas de façon catastrophique, mais régulièrement. Les paysans qui cultivaient les terres frontalières expliquent qu'ils ne peuvent plus assurer une récolte complète, parce qu'ils doivent se cacher, parce que les armées passent trop souvent, parce que les champs sont trop dangereux. En parallèle, les commandes pour les armes augmentent. Les scribes qui enregistraient les dépenses du palais notent des quantités croissantes de cuivre acheminées vers les ateliers des forgerons royaux. Les pointes de lance s'accumulent dans les arsenaux. Les peaux animales, nécessaires pour fabriquer des boucliers, se raréfient parce que les troupeaux sont réduits. Un commerçant écrit une plainte au gouverneur local expliquant que les taxes imposées par le roi absorbent tous ses bénéfices et qu'il doit réduire son commerce. Un autre scribe enregistre que le nombre de travailleurs disponibles pour entretenir les canaux d'irrigation a diminué de moitié parce que les jeunes hommes sont maintenant enrôlés dans l'armée. Ce qui frappait les historiens modernes, c'est la normalité du ton bureaucratique maintenu face à ces transformations radicales. Les scribes enregistraient la catastrophe imminente de la même manière qu'ils enregistrèrent les récoltes d'une année normale. C'était un fait administratif. L'armée grossissait, l'économie civile rapetissait, le système fonctionnait différemment et tout était enregistré, catégorisé, numérisé.
La machinerie administrative ne s'arrêtait pas. Elle s'adaptait simplement à la nouvelle réalité, tout en continuant à faire ses comptes, ses rapports, ses inventaires. Les premiers combats entre Lagash et Umma semblent avoir eu lieu dans la plaine de Gishtub, cet espace limité que les deux puissances revendiquaient. Les détails de ces combats sont fragmentaires. Les tablettes rapportent que les troupes d'Umma ont enfreint les frontières acceptées, qu'elles ont occupé certains villages, qu'elles se sont retirées lorsque les armées de Lagash sont arrivées. Puis l'inverse se produisait. C'était un conflit en accordéon, où les lignes de front se déplaçaient constamment, où les villages passaient de main en main, où les habitants civils devaient sans cesse adapter leurs allégeances. Mais au cours de cette première phase, aucune des deux puissances n'avait engagé la totalité de ses forces militaires. C'étaient des opérations limitées, des raids, des tentatives de dominer le terrain. Les tablettes royales parlent de victoire et de défaite, mais sans jamais donner l'impression que la cité-État elle-même était en danger immédiat. Lagash continuait à fonctionner comme une entité politique et économique. Le temple continuait à recevoir ses offrandes. Les villes autres que celles situées à la frontière vivaient comme auparavant. C'était une guerre de frontières, pas une menace totale. Mais l'Ugalsagessi avait d'autres plans. Il ne voulait pas d'une guerre prolongée sur des territoires contestés. Il voulait une victoire décisive, une destruction complète de la puissance de Lagash, une subordination permanente de cette cité-État rivale. Et pour cela, il lui fallait sortir de la logique de la guerre de frontières. Il lui fallait escalader le conflit à un niveau nouveau. Les indices de cette escalade apparaissaient dans les correspondances. L'Ugalsagessi envoyait des messages à d'autres cités-États, demandant ou exigeant leur soutien. Il invoquait l'idée que Lagash était un obstacle à l'unification de la Mésopotamie, que Lagash était une force de division et de fragmentation. Il offrait aussi des incitations. Ceux qui soutenaient Umma recevraient une part du butin de guerre, des terres nouvelles, une position dans la hiérarchie politique du nouvel empire qu'il envisageait de créer. Certaines cités-États ont accepté ces conditions, d'autres ont refusé, craignant que les ambitions de l'Ugalsagessi ne les menacent à leur tour, une fois Lagash vaincu. En réponse, Eannatum de Lagash faisait également des appels. Il envoyait des messages à ses alliés commerciaux, à d'autres puissances qui avaient intérêt à préserver le statu quo politique. Il rappelait les anciens traités, les alliances commerciales, les partages de pouvoir qui avaient caractérisé la région. Il présentait l'Ugalsagessi comme un tyran, un ambitieux mégalomane dont les victoires menaceraient l'indépendance de tous. Eannatum avait moins de succès à recruter des alliés que l'Ugalsagessi, peut-être parce que Lagash avait moins à offrir, ou peut-être parce que les autres dirigeants sentaient que Umma était simplement le pouvoir montant, le vainqueur inévitable. À mesure que les mois passaient, les deux puissances accumulèrent des ressources pour un affrontement plus grand. Les tablettes montrent une accélération du rythme de mobilisation. Les villes plus lointaines, jamais auparavant affectées par la guerre de frontières, reçoivent maintenant des ordres d'envoyer des contingents militaires. Les paysans qui pensaient vivre loin de la violence et de l'instabilité découvrent que la guerre s'étend, qu'elle touche maintenant même les régions éloignées. Les femmes et les enfants commencent à affluer vers les villes fortifiées, créant une surpopulation, générant des tensions, consommant des ressources alimentaires précieuses. C'est dans cette atmosphère d'attente, de préparation, de certitude croissante que quelque chose d'inévitable s'apprêtait à arriver, que le conflit entre Lagash et Umma basculait dans une phase nouvelle. Les tablettes deviennent plus pressantes. Les scribes ne s'occupent plus seulement de transactions commerciales routinières. Ils enregistrent des ordres royaux, des consignes militaires, des listes de noms des soldats enrôlés. La machine de guerre s'accélère. Et quelque part à Umma, l'Ugalsagessi donnait les derniers ordres avant l'attaque finale. Lorsque les historiens modernes ont relu les tablettes décrivant la mobilisation finale pour la guerre, ce qui les avait frappés était d'abord l'échelle du phénomène. Les sociétés mésopotamiennes du IIIe millénaire avant notre ère n'étaient pas militarisées comme pourraient l'être les nations modernes. Il y avait bien sûr des guerriers professionnels, des hommes entraînés dès l'enfance à combattre, mais la majorité des soldats étaient constitués de paysans conscripts, d'hommes qui passaient la plupart de leur temps à cultiver la terre et qui n'avaient aucune expérience militaire préalable. Lever une armée massive signifiait donc mobiliser des ressources qui affectaient littéralement chaque aspect de la vie civile. Les tablettes énuméraient les ordres royaux. Un village devait envoyer 20 hommes, un autre 30, un autre encore 50.
Les scribes locaux enregistraient les noms des hommes levés, notaient parfois leur réticence ou leur demande d'exemption. Quelques tablettes mentionnent des hommes qui se cachaient pour échapper à l'enrôlement ou qui payaient des intermédiaires pour les exempter. Mais la majorité obéissait, soit par respect de l'autorité royale, soit par compréhension que la défense de la cité-État était un impératif collectif. Les soldats levés devaient être équipés, nourris et organisés. Cela entraînait une cascade d'ordres administratifs. Les forgerons intensifiaient leur production de pointes de lance et de pointes de flèches. Le cuivre, rare et précieux, était canalisé vers les ateliers militaires au détriment des autres usages. Les tailleurs de pierre préparaient des pointes de projectiles en pierre pour les frondes. Les charpentiers façonnaient des javelots. Les travailleurs du cuir préparaient des armures simples et des courroies. Les tisserands fabriquaient des drapeaux et des étendards pour les régiments. Mais c'était le ravitaillement qui posait le défi logistique le plus important. Une armée nombreuse consomme énormément de nourriture. Les soldats devaient être nourris quotidiennement, qu'ils combattent ou qu'ils attendent. Les tablettes mentionnaient l'allocation quotidienne de pain, de bière et d'huile pour chaque soldat. Des calculs étaient faits pour déterminer la quantité de grains nécessaire pour maintenir une armée d'une certaine taille pendant un nombre de jours donnés. Les greniers royaux étaient vidés de leurs réserves. Les récoltes les plus récentes étaient confisquées par la couronne. Les marchands privés voyaient leurs stocks saisis pour alimenter l'armée en herbe. Cette mobilisation massive avait des conséquences économiques immédiates et visibles. Les tablettes commerciales diminuent en nombre au cours de cette période. Le commerce normal s'effondrait simplement parce que personne n'avait le temps ou les ressources pour s'en occuper. Les prix des biens rares montaient en flèche. Une mesure d'huile qui coûtait normalement une certaine quantité de grains valait maintenant beaucoup plus, parce que tout le monde cherchait à accumuler des denrées alimentaires face à l'incertitude. Les travailleurs agricoles qui n'étaient pas enrôlés demandèrent des salaires plus élevés, sachant que leur travail était maintenant encore plus précieux. Parallèlement à Houma, une mobilisation similaire se déroulait. Lugalzagesi avait également besoin d'une armée massive, et il avait également le pouvoir de l'imposer à sa population. Les documents d'Houma, moins nombreux que ceux de Lagash mais tout de même présents, montraient une progression similaire. Les soldats levés, les ressources mobilisées, les calculs logistiques effectués. Ce qui était intéressant, c'est que les deux puissances mobilisaient simultanément dans une sorte de course aux armements implicites où chacune devait surpasser l'autre, où laisser de la place à l'autre était impossible. Les rois envoyaient aussi des messages motivationnels, ou du moins c'est ce que les historiens modernes interprétaient ainsi. Lugalzagesi prétendait qu'il avait reçu l'appui des dieux, que la divinité elle-même l'avait désigné pour unifier la Mésopotamie. Et Anatoum contre-attaquait en invoquant la protection des dieux de Lagash, affirmant que Ningirsu, le dieu patron de sa cité, défendrait son peuple contre l'agression injuste. Les deux rois se présentaient comme des instruments de la volonté divine, des agents du destin. C'était une rhétorique ancienne, mais elle était effective. Elle donnait un sens sacré à la guerre, elle transformait un conflit politique en un affrontement cosmique entre le bien et le mal. Au cours de cette période de mobilisation, les tablettes religieuses augmentaient aussi en nombre. Les prêtres multipliaient les sacrifices, tentèrent de s'assurer que les dieux seraient du côté de leur cité-État. Des offrandes étaient faites à Ningirsu, à Lagash, à Enlil, à Houma. Les temples se remplissaient de suppliants. Les augures examinaient les entrailles des animaux sacrifiés pour interpréter la volonté des dieux. Les résultats étaient toujours favorables, du moins c'est ce qui était rapporté au roi et à la population. Aucun augure n'aurait osé prédire une défaite imminente. Les jeunes hommes qui s'apprêtaient à partir à la guerre savaient probablement que certains d'entre eux ne reviendraient pas. Mais la mort au combat avait une signification différente dans l'Antiquité. Elle était une forme d'honneur, une manière de servir sa cité-État, une contribution à quelque chose de plus grand que soi. Les tablettes qui mentionnaient les soldats morts au combat le faisaient souvent avec un ton respectueux, admettant que ces hommes avaient sacrifié leur vie pour le bien commun. C'était une consolation mineure, mais peut-être était-ce suffisant. Et puis, dans cette atmosphère de préparation imminente, à un moment que les historiens modernes ne pouvaient déterminer avec précision, un ordre venait d'en haut. Peut-être de Lugalzagesi, peut-être que c'était en réaction à une provocation de Lagash. Les armées levées, entraînées pendant des mois, nourries et équipées au prix d'énormes sacrifices économiques, se mettaient en mouvement. Les soldats se rassemblaient, les officiers s'assuraient que les ordres étaient compris.
et l'immense masse humaine, composée de paysans convertis en guerriers, commençait à avancer vers Lagash. Les détails de la bataille elle-même sont fascinants à reconstruire à partir des documents anciens, même si de nombreux éléments spécifiques restent à jamais perdus. Les historiens modernes ne savent pas exactement où la bataille a eu lieu. Probablement quelque part dans ou à proximité de la plaine de Gishtub, le territoire disputé que les deux puissances revendiquaient. Probablement dans un espace relativement dégagé qui convenait à un affrontement de grandes armées plutôt qu'à une guérilla de montagne ou de forêt. Mais les coordonnées géographiques exactes échappaient aux historiens. Ce qu'on savait, c'est que la bataille avait été massive, brutale et décisive. Les documents fragmentaires qui décrivaient ces suites parlaient de pertes humaines extraordinaires. Les tablettes qui énuméraient les soldats morts de Lagash mentionnaient parfois des chiffres qui semblaient impossibles à première vue. Des milliers d'hommes, peut-être une proportion importante de tous les guerriers que Lagash avait mobilisés. Les familles de ces morts envoyaient des demandes aux autorités royales pour l'obtention de compensation. Les temples préparaient des rituels funéraires pour les âmes restées sans sépulture appropriée. Mais ce qui rendait cette bataille vraiment catastrophique, ce n'était pas simplement le nombre de morts. C'était la nature de la défaite. Les armées de Lagash n'avaient pas simplement perdu une bataille et puis regroupées pour en combattre une autre. Elles avaient été brisées, écrasées, mises en déroute. Les survivants avaient fui vers Lagash, vers les murs de la cité, vers les structures défensives que personne n'avait jamais pensé devoir utiliser pour défendre le cœur de l'État. Et derrière eux, les armées victorieuses d'Umma avançaient, gonflées par la victoire, conscientes qu'elles avaient maintenant l'occasion de transformer leur succès militaire en une domination politique complète. Les sources antiques qui décrivaient cette bataille utilisaient un langage de catastrophe et d'apocalypse. Les scribes décrivaient l'étendue du champ de bataille couverte de cadavres. Ils parlèrent du fleuve qui coulait rougi du sang. Ils mentionnaient des piles de corps trop importantes pour être comptabilisées. Bien sûr, il fallait tenir compte du fait que ces descriptions étaient écrites par des vainqueurs qui cherchaient à amplifier leur victoire, ou par des vaincus qui cherchaient à magnifier leur défaite. Mais même en réduisant les chiffres, en supprimant l'exagération et l'hyperbole, ce qui restait était le portrait d'une bataille sanglante, d'un affrontement qui avait vidé les ressources humaines des deux puissances. Ce qui suivit la bataille était peut-être plus important encore que la bataille elle-même. Les armées d'Umma, au lieu de retourner chez elles, marchaient directement vers Lagash. Lugalzagesi avait manifestement ordonné une poursuite immédiate, une utilisation rapide du momentum de la victoire pour frapper au cœur politique de la cité-État ennemie. Les tabelles décrivaient l'arrivée des armées d'Umma aux portes de Lagash. C'était un moment de terreur pour la population civile de la cité. Après des mois de mobilisation, après l'envoi de tous les jeunes hommes à la guerre, Lagash se retrouvait soudainement exposé, presque sans défense contre une armée étrangère victorieuse. Il y a des indications que les portes de Lagash ont été fermées, que la cité avait tenté de se faire assiéger. Mais un siège était un processus long, et Lugalzagesi ne semblait pas avoir la patience d'un siège. Il voulait une victoire complète et rapide. Les sources suggèrent que la cité avait tenté de négocier une reddition. Lugalzagesi avait fixé des conditions. Lagash devait accepter le statut de vassal d'Umma. Elle devait payer un tribut. Elle devait abandonner tous les territoires revendiqués sur la plaine de Gishtub. Et surtout, Eannatum, le roi de Lagash, devait se rendre à Lugalzagesi, volontairement ou par la force. Eannatum avait peut-être tenté de fuir, ou peut-être qu'il avait compris que sa cause était perdue et qu'il avait choisi de rester. Les documents ne le disent pas avec certitude, mais ce qui est clair, c'est qu'à un moment donné, le roi de Lagash avait perdu le pouvoir. Peut-être avait-il été capturé. Peut-être avait-il négocié sa propre déposition en échange d'une certaine clémence pour son peuple. Les tablettes ultérieures ne le mentionneraient plus jamais. C'était comme s'il avait cessé d'exister politiquement. Lugalzagesi avait pris le contrôle de Lagash et, par extension, contrôlait maintenant une grande partie de la Mésopotamie du Sud. Ce qui suivit était une transformation politique rapide. Lugalzagesi avait proclamé son autorité sur un territoire beaucoup plus vaste que ce qu'Umma avait jamais contrôlé. Les tablettes royales d'Umma se transformaient. Ce n'étaient plus simplement des documents des rois d'Umma. C'étaient maintenant des documents d'un empire, d'une autorité qui s'étendait sur plusieurs cités-États. Lugalzagesi prenait le titre de roi de Kish, un titre prestigieux qui, dans la politique mésopotamienne antique, suggérait une autorité supérieure, une domination sur un vaste territoire.
Certains documents allèrent même jusqu'à affirmer qu'il était le roi de toute la Mésopotamie, qu'il avait unifié la région sous son commandement. Mais cette unification n'était pas pacifique. Elle était le produit direct de la victoire militaire, du pouvoir de l'épée plutôt que de la persuasion, et elle semait les graines d'une instabilité future. Les cités-États qui avaient accepté le commandement de l'Ugalzagésie l'avaient été fait sous la coercition, non par choix. Et dès que son pouvoir montrerait des signes de faiblesse, il chercherait à s'échapper de son emprise. Ce qui rendait la conquête de Lagash par l'Ugalzagésie particulièrement intéressante aux yeux des archéologues, c'est qu'elle avait laissé des traces matérielles exceptionnelles. La destruction physique des villes était enregistrée non seulement dans les documents écrits, mais aussi dans les strates archéologiques, les couches de sol qui contenaient les vestiges des différentes occupations humaines d'un site. Lorsque les archéologues excavaient à Lagash et dans les villes environnantes, ils trouvaient une couche de débris calcinés qui datait précisément de cette période de la conquête. Cette couche de destruction était remarquable par son caractère systématique. Ce n'étaient pas simplement des débris accumulés par plusieurs années de négligence ou de dégradation graduelle. C'étaient les restes d'un événement violent et rapide. Les murs avaient été démolis, les maisons avaient été brûlées, les objets précieux avaient été pillés ou détruits. Les squelettes trouvés dans cette couche, et il y en avait beaucoup, portaient souvent des traces de blessures par des armes, des crânes fracturés, des os tranchés par des lames de cuivre, des preuves tangibles de violence. Les bâtiments publics avaient particulièrement souffert. Le temple principal de Lagash, celui dédié à Ningirsu, le dieu protecteur de la cité, avait été saccagé. Les statues des dieux avaient été renversées, cassées, parfois décapitées. Les ornements d'or et d'argent avaient été volés. Les murs sacrés avaient été noircis par le feu. Pour un peuple qui concevait la profanation religieuse comme l'une des pires formes de transgression imaginables, cette destruction était doublement traumatisante. C'était non seulement une défaite politique et militaire, c'était une violation du sacré, une démonstration que les dieux n'avaient pas protégé leur propre demeure. Les maisons privées racontèrent des histoires plus humaines, plus intimes. Les archéologues trouvaient des objets de la vie quotidienne figés dans la destruction. Une meule à grains inachevée, un bébé en céramique, abandon près d'un brasier, des traces de repas qui n'avaient jamais été terminés, des restes suggérant que les habitants avaient fui précipitamment, abandonnant leurs possessions, peut-être leurs proches, pour échapper à la violence qui avait soudainement envahi leur monde. Les brûlures sur les murs intérieurs des maisons indiquaient que les structures devaient brûler de l'intérieur, que les conquérants avaient volontairement incendié les bâtiments, détruisant systématiquement la cité qu'ils avaient conquise. Ce qui était particulièrement fascinant pour les archéologues, c'était que la destruction ne s'était pas limitée à Lagash elle-même. Les villes satellites de Lagash, les villages et les petites cités qui dépendaient administrativement et économiquement de Lagash avaient également été détruits ou gravement endommagés. Cela suggérait que l'Ugalzagésie ne s'était pas contenté de conquérir le centre politique de Lagash. Il avait voulu détruire complètement l'infrastructure de la cité-État rivale, éliminer sa capacité à se rebeller ou à se réorganiser. C'était une stratégie de destruction totale, une tentative de rendre impossible tout retour au statu quo. Les tablettes découvertes dans ces couches de destruction racontaient souvent des histoires poignantes. Une lettre fragmentaire d'une femme à sa mère, écrite peut-être juste avant la destruction, exprimant ses craintes pour l'avenir. Un contrat de mariage, signé quelques semaines avant la bataille, mentionne une jeune fille et un jeune garçon qui ne vivraient probablement pas assez longtemps pour consommer leur union. Un testament incomplet, où un homme énumère ses possessions et dispose de son héritage, apparemment conscient que sa mort était imminente. Les rues de Lagash racontaient aussi une histoire de chaos. Les archéologues trouvaient des squelettes en position de fuite, des corps qui semblaient avoir été écrasés par des murs écroulés, des preuves de pillage systématique, des portes défoncées, des serrures brisées, et partout, les traces du feu. Le feu avait été utilisé comme instrument de destruction, transformant les structures en bois et les matériaux organiques en cendres. Le feu avait aussi servi d'instrument de terreur, de moyen de montrer la totale vulnérabilité de la population civile. Les tablettes administratives trouvées dans les couches postérieures à la destruction présentaient un portrait de continuité brisé. Les listes de propriétaires de terres passaient soudainement d'un ensemble de noms à un ensemble complètement différent. C'étaient maintenant les administrateurs d'Umma qui enregistraient les ressources de Lagash, qui contrôlaient les terres, qui prélevaient les impôts. Les gens qui avaient géré Lagash pendant des générations disparaissaient simplement, remplacés par une nouvelle classe administrative imposée de l'extérieur.
Les cimetières de cette période racontaient aussi une histoire. Les squelettes inhumés juste après la destruction de Lagash portaient souvent des marques de malnutrition. Les corps des enfants étaient particulièrement affectés. C'était un indice que la famine avait suivi la destruction militaire. Lorsque les récoltes n'avaient pas pu être rentrées, lorsque les greniers avaient été vidés ou brûlés, lorsque la vie économique normale s'était effondrée, la malnutrition et la faim s'étaient installées. Et la faim ne discriminait pas. Elle frappait les survivants de la violence militaire avec une implacabilité différente mais tout aussi dévastatrice que la guerre elle-même. Ce qui frappait les historiens modernes en relisant les tablettes mésopotamiennes après le moment de la destruction de Lagash, c'était un changement profond dans la nature même de la documentation. Avant la destruction, les tablettes affluaient, des milliers de documents, des listes détaillées, des correspondances, des comptes. C'était comme écouter une conversation, entendre chaque mot prononcé. Après la destruction, le silence tombait. Ou plutôt, ce n'était pas un silence complet, mais une réduction drastique du volume documentaire. Ce qui continuait à être enregistré, c'était surtout les affaires d'Umma, les documents émis par les nouveaux maîtres de la région. Umma avait hérité des archives de Lagash et était maintenant responsable de l'administration du vaste empire que l'Ugalzagesi avait créé. Mais les tablettes de cette période administrative post-conquête révélaient une impatience remarquable. Les scribes oumites, qui documentaient maintenant la gestion de Lagash, écrivaient avec moins de détails, avec moins de nuances. C'était comme s'ils voyaient Lagash comme une entité étrangère, un territoire occupé dont les affaires internes ne les intéressaient que pour en extraire la valeur économique. Les archives de tribus augmentaient en nombre. Les tablettes énuméraient les quantités de grains, d'huile, de métaux précieux que Lagash était maintenant forcé de payer à Umma en tant qu'ancien ennemi vaincu. Ces tribus étaient énormes, épuisants, probablement insoutenables à long terme. C'était un mécanisme économique conçu non seulement pour remplir les caisses d'Umma, mais aussi pour garder Lagash dans un état de subordination permanente, trop appauvrie pour se rebeller, trop dépendante du bon vouloir d'Umma pour même envisager l'indépendance. Mais ce qui était peut-être plus révélateur, c'était ce qui n'était plus documenté. Les tablettes religieuses de Lagash, les documents qui enregistrèrent les offrandes au temple de Ningirsu, les processions religieuses, les festivités sacrées, tout cela diminuait drastiquement. Le culte de Ningirsu, le dieu qui était censé protéger Lagash, s'effondrait. Soit les Oumites interdisaient ces pratiques religieuses, considérant la vénération de Ningirsu comme une forme de rébellion potentielle, soit les habitants de Lagash avaient eux-mêmes perdu la foi, se demandant comment un dieu pouvait permettre la destruction de son propre temple et de sa cité. Les archives commerciales de Lagash disparaissaient également. Les tavolettes qui enregistraient les échanges marchands, les ventes de propriétés, les contrats entre commerçants, tout cela cessait simplement. Pas parce que le commerce avait complètement arrêté, mais probablement parce que les archives administratives, les plus strictes, ne les enregistraient plus. Une économie autrefois dynamique et diversifiée s'était transformée en un système simplement conçu à extraire les ressources pour les envoyer à Umma. Les noms des personnes mentionnées dans les tablettes changeaient aussi. Les noms sumériens traditionnels, qui dominaient les documents de Lagash à l'époque antérieure, cédaient progressivement la place à des noms qui reflétaient une composition ethnique ou un contrôle politique nouveau. C'était un changement subtil, mais révélateur du fait que la population dirigeante de Lagash avait changé, remplacée par des administrateurs venus d'Umma ou par des collaborateurs locaux qui avaient accepté le nouveau régime. Ce qui se dégageait de cette documentation fragmentaire de la période post-destruction, c'était le portrait d'une ville vidée de son essence. Lagash continuait à exister physiquement. Il y avait toujours des murs, des bâtiments, des gens vivant dans les ruines. Mais Lagash n'existait plus en tant que puissance politique, en tant qu'entité économique autonome, en tant que centre religieux significatif. C'était maintenant simplement un territoire occupé, un fardeau économique, un monument à la vanité humaine et au prix de l'ambition politique. Les archéologues modernes trouvaient aussi des traces de reconstruction. Les habitants de Lagash n'avaient pas abandonné leur cité. Ils avaient commencé à nettoyer les débris, à rebâtir les murs, à replanter les champs. Mais cette reconstruction était timide, hésitante, clairement menée sous contrainte. Les maisons qui étaient reconstruites étaient généralement plus petites que leurs prédécesseurs. Les bâtiments publics n'étaient pas restaurés à leur ancienne grandeur. C'était une cité qui se reconstruisait au minimum, qui tentait simplement de survivre, pas de prospérer.
Et dans les couches archéologiques les plus profondes, dans les strates qui dataient des mois et des années qui avaient immédiatement suivi la destruction, les ossements des victimes non inhumées racontaient une histoire de cadavres abandonnés. Lorsqu'une cité était détruite et que ses habitants massacrés ou dispersés, les corps n'étaient pas tous inhumés proprement. Certains restaient à pourrir dans les ruines, se décomposant lentement, attirant les charognards, devenant peu à peu partie de la poussière des décombres. C'était une mort sans dignité, une absence même du rituel funéraire qui était considéré comme essentiel pour reposer en paix selon les croyances mésopotamiennes. À mesure que les archéologues du XIXe et du XXe siècle approfondissaient leur travail de fouille et de décryptage des tablettes sumériennes, ils commençaient à comprendre que ces fragments d'argile n'étaient pas simplement des documents administratifs arides. Ils étaient des témoignages historiques, des traces d'expériences humaines réelles, des preuves d'une catastrophe qui avait transformé un monde ancien. Les tablettes posaient des questions qui ne pouvaient pas être ignorées. Comment un empire apparemment puissant avait-il pu être détruit si rapidement? Quels avaient été les coûts humains de cette destruction? Et surtout, pourquoi cette histoire, une histoire aussi importante qu'elle impliquait une transformation majeure de l'ordre politique régional, était-elle restée cachée pendant des millénaires? Le travail de décryptage des tablettes avait lui-même une histoire fascinante. Les premiers archéologues européens et américains qui avaient fouillé en Mésopotamie avaient rapporté des milliers de tablettes en Europe et en Amérique du Nord. Ces artefacts avaient été ensuite étudiés par des spécialistes de l'écriture cunéiforme, une discipline qui était elle-même très nouvelle. Au début, même les experts ne pouvaient pas s'accorder sur une traduction précise. Les mêmes signes cunéiformes pouvaient être interprétés de plusieurs manières différentes. Les noms des villes et des rois pouvaient être translittérés de manière radicalement différente selon la convention utilisée. Ce qui avait accéléré la compréhension, c'était la comparaison entre plusieurs sources. Un événement mentionné dans une tablette de Lagash, puis corroboré par une mention d'une autre tablette découverte dans une autre ville, prenait une crédibilité supplémentaire. Les chercheurs avaient compris qu'en combinant les preuves de multiples sources, en croisant les références, en vérifiant les dates par rapport aux listes royales, ils pouvaient construire une chronologie cohérente de ce qui s'était passé. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est que les tablettes, une fois bien décryptées et bien datées, permettaient une compréhension nuancée des motivations et des perceptions des acteurs historiques. On pouvait lire Lugalzagesi non pas simplement comme un conquérant brutal, mais comme un homme qui justifiait ses actions selon les normes politiques de son époque. On pouvait lire Eannatum non pas comme un faible, mais comme un homme placé face à une situation impossible, qui avait tenté de faire de son mieux avec les ressources disponibles. Les tablettes humanisaient l'histoire. Elles la remplissent de nuances et de complexité. Mais les tablettes ne racontaient jamais l'histoire complète. Il y avait toujours des lacunes. Les documents provenaient des classes lettrées, des élites administratives et religieuses. La vie des paysans ordinaires, des femmes qui ne laissaient pas de traces écrites, des enfants et des esclaves étaient largement absentes des archives. On pouvait deviner les expériences de ces personnes à partir des indices matériels, les restes squelettiques, les objets domestiques, les traces de destruction, mais jamais vraiment entendre directement leur voix. De plus, chaque côté du conflit avait ses propres archives, écrites du point de vue de chacun. Les tablettes d'Oumma décrivaient la guerre de manière radicalement différente des tablettes de Lagash. Oumma présentait Lugalzagesi comme un guerrier juste, protégé par les dieux, qui avait défendu son peuple contre l'agressivité injustifiée de Lagash. Lagash présentait la même guerre comme une invasion barbare, une tentative d'un tyran ambitieux de conquérir un territoire qui ne lui appartenait pas. La vérité historique se trouvait quelque part entre ces deux narrations, mais jamais complètement. Les tablettes avaient cependant la vertu indéniable d'être des documents écrits durant ou peu après les événements qu'ils décrivaient. Ce n'étaient pas des récits transmis par la tradition orale sur plusieurs générations, déformés et embellis au fil du temps. C'étaient des documents contemporains ou quasi-contemporains, des faits tels qu'ils avaient été perçus et enregistrés par ceux qui les vivaient. C'est pourquoi les archéologues les traitaient avec un respect particulier. Chaque tablette était une fenêtre directe sur un passé ancien. À mesure que les archéologues du XIXe et du XXe siècle approfondissaient leur travail de fouille et de décryptage des tablettes sumériennes, ils commençaient à comprendre que ces fragments d'argile n'étaient pas simplement des documents administratifs arides. Ils étaient des témoignages historiques, des traces d'expériences humaines réelles, des preuves d'une catastrophe qui avait transformé un monde ancien.
Les tablettes posaient des questions qui ne pouvaient pas être ignorées. Comment un empire apparemment puissant avait-il pu être détruit si rapidement ? Quels avaient été les coûts humains de cette destruction ? Et surtout, pourquoi cette histoire, une histoire aussi importante qu'elle impliquait une transformation majeure de l'ordre politique régional, était-elle restée cachée pendant des millénaires ? Le travail de décryptage des tablettes avait lui-même une histoire fascinante. Les premiers archéologues européens et américains qui avaient fouillé en Mésopotamie avaient rapporté des milliers de tablettes en Europe et en Amérique du Nord. Ces artefacts avaient été ensuite étudiés par des spécialistes de l'écriture cunéiforme, une discipline qui était elle-même très nouvelle. Au début, même les experts ne pouvaient pas s'accorder sur une traduction précise. Les mêmes signes cunéiformes pouvaient être interprétés de plusieurs manières différentes. Les noms des villes et des rois pouvaient être translittérés de manière radicalement différente selon la convention utilisée. Ce qui avait accéléré la compréhension, c'était la comparaison entre plusieurs sources. Un événement mentionné dans une tablette de Lagash, puis corroboré par une mention d'une autre tablette découverte dans une autre ville, prenait une crédibilité supplémentaire. Les chercheurs avaient compris qu'en combinant les preuves de multiples sources, en croisant les références, en vérifiant les dates par rapport aux listes royales, ils pouvaient construire une chronologie cohérente de ce qui s'était passé. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est que les tablettes, une fois bien décryptées et bien datées, permettaient une compréhension nuancée des motivations et des perceptions des acteurs historiques. On pouvait lire Lugalzagesi non pas simplement comme un conquérant brutal, mais comme un homme qui justifiait ses actions selon les normes politiques de son époque. On pouvait lire Eannatum non pas comme un faible, mais comme un homme placé face à une situation impossible, qui avait tenté de faire de son mieux avec les ressources disponibles. Les tablettes humanisaient l'histoire. Elles la remplissent de nuances et de complexité. Mais les tablettes ne racontaient jamais l'histoire complète. Il y avait toujours des lacunes. Les documents provenaient des classes lettrées, des élites administratives et religieuses. La vie des paysans ordinaires, des femmes qui ne laissaient pas de traces écrites, des enfants et des esclaves étaient largement absentes des archives. On pouvait deviner les expériences de ces personnes à partir des indices matériels, les restes squelettiques, les objets domestiques, les traces de destruction, mais jamais vraiment entendre directement leur voix. De plus, chaque côté du conflit avait ses propres archives, écrites du point de vue de chacun. Les tablettes d'Umma décrivaient la guerre de manière radicalement différente des tablettes de Lagash. Umma présentait Lugalzagesi comme un guerrier juste, protégé par les dieux, qui avait défendu son peuple contre l'agressivité injustifiée de Lagash. Lagash présentait la même guerre comme une invasion barbare, une tentative d'un tyran ambitieux de conquérir un territoire qui ne lui appartenait pas. La vérité historique se trouvait quelque part entre ces deux narrations, mais jamais complètement. Les tablettes avaient cependant la vertu indéniable d'être des documents écrits durant ou peu après les événements qu'ils décrivaient. Ce n'étaient pas des récits transmis par la tradition orale sur plusieurs générations, déformés et embellis au fil du temps. C'étaient des documents contemporains ou quasi-contemporains, des faits tels qu'ils avaient été perçus et enregistrés par ceux qui les vivaient. C'est pourquoi les archéologues les traitaient avec un respect particulier. Chaque tablette était une fenêtre directe sur un passé ancien. À mesure que les traductions s'amélioraient, à mesure que de nouvelles tablettes étaient découvertes et ajoutées aux collections existantes, une image plus claire et plus détaillée du conflit entre Lagash et Umma émergeait. Les historiens pouvaient maintenant non seulement raconter l'histoire des grandes batailles et des conquêtes, mais aussi explorer les mécanismes détaillés de la mobilisation économique, les impacts sociaux de la guerre, les transformations politiques qui en avaient résulté. Les tablettes révélaient que la destruction de Lagash n'était pas une anomalie, mais plutôt un exemple particulièrement bien documenté d'un type de conflit qui était courant en Mésopotamie antique. Mais ce qui rendait l'histoire de Lagash unique, c'était précisément ce caractère exceptionnellement bien documenté. La plupart des cités-États mésopotamiennes qui avaient été détruites n'avaient pas laissé d'archives aussi complètes. Beaucoup des civilisations antiques que les historiens modernes tentèrent de reconstituer avaient disparu sans trace écrite. L'existence des tablettes de Lagash était donc presque miraculeuse. Elle permettait aux historiens modernes de vraiment comprendre dans des détails précis comment une ancienne civilisation avait prospéré, puis comment elle avait été anéantie. Les tablettes étaient des voix qui parlaient depuis le silence du temps. Ce qui se dégageait des tablettes et des fouilles archéologiques, c'est que la destruction de Lagash n'avait pas marqué la fin de la civilisation sumérienne entière.
Contrairement à certaines apocalypses historiques où une catastrophe anéantissait complètement une culture, ce qui s'était passé ici était différent. C'était la destruction d'une puissance politique majeure, mais pas la disparition de la civilisation sumérienne elle-même. La langue sumérienne continuerait à être parlée et écrite pendant des siècles. La religion sumérienne continuerait à être pratiquée. Les traditions culturelles sumériennes continueraient à persister. Mais la structure politique de la région avait changé irrémédiablement. Lagash, même après sa reconstruction, n'a jamais retrouvé sa position dominante d'avant. La cité continuait à exister, à être habitée, à fonctionner économiquement. Mais elle existait maintenant dans l'ombre de Umma, puis plus tard sous d'autres puissances majeures qui émergeaient dans la région. Ce qui avait été une cité-État indépendante et puissante était devenu un centre administratif mineur, une province dans un empire plus vaste. Le prix de la défaite militaire était une perte de statut politique qui persisterait pendant des générations. D'autres cités-États sumériennes n'avaient pas connu un sort différent. Observant l'exemple de Lagash, consciente que Lugalza-Gézi cherchait à consolider son empire nouvellement créé, beaucoup avaient accepté la domination Ummate sans résistance majeure. Elle s'était soumise, avait payé les tributs exigés, avait accepté l'autorité de Lugalza-Gézi. Mais cette acceptation n'était jamais enthousiaste. C'était une submission du faible au fort, de celui qui n'avait pas d'autre choix à celui qui possédait la force militaire. Ce qui rendait cette fragmentation politique intéressante, c'est qu'elle créait une situation instable. Lugalza-Gézi contrôlait maintenant un empire vaste, mais cet empire était maintenu ensemble uniquement par la peur et la force militaire. Il n'y avait pas d'administration unifiée vraiment effective, pas de bureaucratie centrale qui liait les différentes cités-États en un ensemble cohérent. Chaque cité conservait sa propre structure administrative locale, ses propres élites, ses propres traditions. Lugalza-Gézi était le roi, mais un roi distant, autorité suprême mais lointaine. Ce arrangement était intrinsèquement fragile. Dès que le pouvoir militaire de Lugalza-Gézi commencerait à décliner, ou dès que de nouvelles menaces émergeraient, le système s'effondrerait. Et effectivement, ce qui arrivait quelques générations plus tard confirmait cette analyse. Lugalza-Gézi ne pouvait pas maintenir son empire unifié. Après sa mort, son fils, puis ses successeurs, ne pouvaient pas conserver l'héritage qu'il avait laissé. Les cités-États commençaient à se rebeller, à affirmer leur indépendance, à reconstituer leurs propres alliances. Mais le temps entre la consolidation du pouvoir de Lugalza-Gézi et son effondrement graduel était une période d'instabilité permanente. Les tablettes de cette époque reflétaient une atmosphère de tension, d'attente, d'incertitude concernant l'avenir politique. Les commerçants devaient naviguer dans un environnement commercial radicalement changé. Les rois des cités-États satellites devaient figurer comment maintenir l'autonomie locale tout en acceptant la domination externe. Les paysans devaient s'adapter à une situation où les règles du jeu politique avaient changé, où les puissances qu'ils avaient autrefois respectées pouvaient à tout moment être renversées par une autorité supérieure. Ce qui caractérisait cette période de fragmentation, c'était aussi l'absence de centre dominant clair. Où était l'héritier naturel du pouvoir sumérien ? Lagash n'était plus une option. Umma avait trop des ennemis, trop de ressentiment envers elle. Oui, d'autres cités-États, comme Uruk, commençaient à émerger en tant que puissance potentielle. Mais aucune d'entre elles n'avait encore le pouvoir d'imposer un ordre politique stable sur toute la région. Les archives religieuses reflétaient cette fragmentation aussi. Les temples priaient pour un ordre qui ne venait pas, pour une stabilité qui s'effondrait. Les augures tentaient d'interpréter les signes du divin pour comprendre quelle serait la volonté des dieux à la lumière de ces transformations cataclysmiques. Mais les réponses qu'ils trouvaient dans les entrailles des animaux sacrifiés ne consolaient personne vraiment. L'ordre ancien était détruit. Un nouvel ordre émergeait, mais sa forme finale restait inconnue. Ce qui rendait cette fragmentation particulièrement intéressante pour les historiens modernes, c'est qu'elle révélait quelque chose de fondamental sur les structures de pouvoir dans l'Antiquité. La concentration de la force militaire pouvait créer un empire rapidement, mais elle ne pouvait pas créer une unité politique stable. L'empire de Lugalza-Gézi avait été construit en quelques années, mais il s'effondrerait en quelques générations. Ce n'était que lorsque les puissances cherchaient à créer des structures administratives plus profondes, à établir des liens culturels et religieux, à intégrer réellement les populations conquises dans un système politique commun, que les empires pouvaient durer.
Ce qui était peut-être le moins visible mais le plus dévastateur dans les conséquences de la destruction de Lagash, c'était la famine qui avait suivi. Les tablettes l'évoquaient indirectement à travers des changements dans les prix des biens alimentaires, des mentions de rations réduites, des rapports de maladies de malnutrition. Les archives archéologiques le confirmaient à travers l'analyse des restes squelettiques. Les ossements des enfants particulièrement portaient les marques de carences nutritionnelles graves. Les lignes d'arrêt de croissance visibles sur les os indiquaient des périodes de malnutrition récurrentes. Les analyses chimiques des os révélaient souvent des niveaux anormalement bas de minéraux essentiels. La famine qui avait suivi la destruction était probablement le résultat de plusieurs facteurs combinés. D'abord, la guerre elle-même avait détruit les champs qui auraient pu être cultivés. Les terres qui auraient dû être semées et moissonnées avaient été le théâtre de combats, de pillages, de destructions systématiques. Les paysans qui auraient dû cultiver ces terres avaient soit été enrôlés dans l'armée, soit tués ou dispersés. Les animaux de trait, essentiels pour le labour, avaient été réquisitionnés pour l'effort de guerre. Deuxièmement, même les terres, qui n'avaient pas été directement détruites par la guerre, avaient souffert d'une négligence d'au moins une génération. Les systèmes d'irrigation complexes qui maintenaient la fertilité des sols mésopotamiens exigeaient un entretien constant. Les canaux devaient être nettoyés, les diguettes entretenues, l'eau distribuée équitablement selon des calculs précis. Pendant les années de guerre, cet entretien systématique avait été négligé. Les canaux s'étaient envasés, les diguettes s'étaient effondrées. La distribution de l'eau était devenue chaotique. Lorsque la paix était finalement revenue et que les paysans avaient tenté de cultiver à nouveau, ils avaient découvert que les rendements avaient diminué dramatiquement. Troisièmement, les réserves alimentaires accumulées dans les greniers royaux et les temples avaient soit été consommées par l'armée pendant la mobilisation, soit détruites dans les incendies qui avaient accompagné la destruction des villes. Les greniers étaient supposés être le filet de sécurité de la population, la réserve qui pouvait être distribuée pendant les périodes de pénurie. Mais après la destruction de Lagash, ces réserves n'existaient plus. Ou si elles existaient, elles étaient maintenant propriété de Umma, utilisées pour alimenter les occupants humites plutôt que la population locale. Ce qui rendait la situation encore plus grave, c'est que l'afflux de réfugiés de la campagne vers les villes fortifiées avait créé une surpopulation intenable. Pendant les années de guerre, quand les dangers sur la campagne étaient constants, les paysans avaient fui vers les villes fortifiées, espérant y trouver protection. Mais les villes n'avaient pas été construites pour accueillir la totalité de la population rurale. Elles manquaient simplement de ressources pour nourrir une population aussi importante. Les installations sanitaires étaient inadéquates. Les maladies s'épandaient rapidement dans les conditions d'entassement. Les tablettes mentionnaient des épidémies qui s'étaient déclarées dans les années suivant la destruction. Elles ne mentionnaient pas les détails spécifiques des maladies, probablement parce que les concepts médicaux à l'époque n'étaient pas suffisamment avancés pour distinguer entre les différentes maladies. Mais il était clair que la surpopulation urbaine, la malnutrition et les conditions d'hygiène déplorables avaient créé un environnement idéal pour la propagation de maladies infectieuses. Les gens qui avaient survécu à la destruction physique de Lagash mouraient maintenant des conséquences indirectes de la guerre. Ce qui était particulièrement cruel, c'est que la famine était sélective dans ses victimes. Les classes élites, même après la perte du pouvoir politique, continuaient à avoir accès à un approvisionnement alimentaire plus régulier. Les administrateurs humites, qui occupaient maintenant les positions de pouvoir, veillaient à ce que les rations réservées à la bureaucratie et à l'armée soient maintenues. Mais les paysans ordinaires, les artisans, les commerçants de petite taille, toutes ces personnes voyaient leurs portions réduites progressivement. Les tablettes mentionnaient aussi les prix gonflés des biens alimentaires. Ceux qui avaient encore un peu de richesse pouvaient acheter des aliments mais à des prix extravagants. Un marchand enregistrait que le prix du grain avait triplé en 3 ans. Un autre document mentionnait quelqu'un qui avait vendu sa propriété pour une fraction de sa valeur antérieure, simplement pour obtenir suffisamment d'argent pour acheter de la nourriture pour sa famille. C'était l'économie de la catastrophe, où la monnaie perdait sa valeur relative, où la nourriture devenait le bien le plus précieux. Les archives fragmentaires de cette période mentionnaient aussi les crimes de faim. Des documents légaux mentionnaient des cas de vol de nourriture, sanctionnés de peines extrêmement sévères. Des gens qui avaient volé du grain d'un grenier étaient punis par la mutilation. Un enfant qui avait pris un gâteau d'une stalle de marché était condamné à l'esclavage. C'était révélateur de l'atmosphère d'urgence, de l'anxiété que la famine créait dans la société.
La nourriture était devenue une question de survie primitive et toute menace à la subsistance était traitée avec une brutalité extrême. Si la guerre avait frappé indistinctement, la famine qui avait suivi avait un impact particulièrement dévastateur sur les enfants. Les restes squelettiques découverts par les archéologues dans les cimetières de Lagash et des villes environnantes révélaient un tableau sombre. Une proportion anormalement élevée de la population morte était composée d'enfants. Pas seulement des nouveau-nés, dont la mortalité était d'ailleurs toujours élevée dans l'Antiquité, mais aussi des enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Des enfants qui auraient dû vivre mais qui n'avaient pas survécu aux conséquences directes et indirectes de la guerre et de la famine. Ce qu'on pouvait conclure des restes ostéologiques, c'est que ces enfants étaient morts de malnutrition sévère, probablement aggravée par des maladies infectieuses. Les os portaient les marques de croissance perturbées. Il y avait des déficiences évidentes en calcium et en autres minéraux essentiels. Les anneaux de croissance sur les dents montraient des perturbations qui indiquaient des périodes de maladie ou de privation au cours de la croissance. Ces enfants avaient souffert et leur souffrance était inscrite de manière permanente dans la structure de leurs ossements. Les tablettes abordaient rarement le sujet de la mort d'enfants avec une quelconque sentimentalité. C'était simplement un fait de la vie antique que beaucoup d'enfants mourraient avant d'atteindre l'âge adulte. Mais même en tenant compte de cette acceptation relative de la mortalité infantile, les nombres suggéraient une catastrophe disproportionnée. Pendant les années d'abondance, la proportion d'enfants morts aurait pu atteindre 20 ou 30% de tous les décès. Pendant la famine qui avait suivi la destruction de Lagash, ce pourcentage avait probablement grimpé à 50% ou plus. Ce qui rendait ce phénomène particulièrement tragique du point de vue historique, c'est qu'il représentait une rupture dans la transmission de la connaissance et de la culture. Les enfants qui mouraient pendant cette période n'auraient jamais l'opportunité d'apprendre les arts et les métiers de leurs parents. Les enfants qui auraient pu devenir les scribes de la prochaine génération, les artisans, les administrateurs, les prêtres, étaient simplement perdus. C'était comme si une génération entière avait été décimée et avec elle toute une partie du capital intellectuel et culturel de la civilisation sumérienne. Les tablettes parlaient aussi, indirectement, de la rupture des structures familiales. Lorsque la mortalité était aussi élevée, les familles entières étaient décimées. Des documents administratifs enregistraient des changements de propriété terrienne qui avaient probablement le résultat direct de la mort de propriétaires sans héritiers survivants. D'autres documents mentionnaient des enfants orphelins qui étaient devenus des ouvriers pour les temples ou l'État. C'était une pratique humaine de maintenir ces enfants en vie, de leur donner du travail qui les maintenait occupés et partiellement nourris. Mais c'était aussi une réduction profonde de leurs circonstances de vie. Certaines tablettes mentionnaient des enfants vendus en esclavage par des parents désespérés qui ne pouvaient pas les nourrir. C'était un acte ultime de sacrifice parental, l'équivalent d'une mort civile de l'enfant. L'enfant survivrait peut-être physiquement, mais serait séparé de sa famille, asservi, traité comme une propriété. Les documents enregistrant ces transactions étaient froids et administratifs, énumérant les termes de la vente sans réfléchir à la tragédie humaine qu'ils représentaient. Ce qui était peut-être plus tragique encore, c'est que la destruction de Lagash avait probablement empêché une génération entière d'enfants d'être simplement nés. Les documents suggèrent qu'après la destruction, le taux de naissance a chuté dramatiquement. Cela pouvait être dû à plusieurs facteurs: malnutrition entraînant une infertilité, conditions de stress traumatisants affectant la reproductivité, ou simplement une décision consciente de la part de femmes conscientes qu'elles ne pouvaient pas nourrir d'autres enfants. Mais le résultat était le même. Toute une génération de Sumériens qui auraient depuis existé ne l'a jamais fait. La population diminuait non seulement par la mort, mais aussi par une natalité réduite. Ce qui était remarquable pour les historiens modernes, c'était que l'histoire de Lagash, bien qu'elle ait été partiellement oubliée par la tradition historique ultérieure, avait des échos dans les récits historiques et mythologiques qui avaient survécu jusqu'aux temps antiques plus tardifs. Les traditions littéraires babyloniennes et assyriennes qui avaient émergé des siècles après la destruction de Lagash contenaient parfois des références obliques à des guerres anciennes, à des destructions de cités prestigieuses. Certains des noms des rois mentionnés dans ces récits plus tardifs semblaient correspondre à des figures de l'époque de Lagash. C'était comme si la mémoire collective de la Mésopotamie avait, d'une manière fragmentée et transformée, préservé les échos de cet événement catastrophique. Il y avait aussi des parallèles intéressants dans les récits mythologiques sumériens eux-mêmes.
Beaucoup des épopées religieuses sumériennes parlèrent de guerres entre les dieux, de destruction et de reconstruction cyclique. Certains savants spéculaient que ces mythes avaient peut-être été inspirés par les expériences réelles de destruction et de reconstruction que les cités sumériennes avaient connues. Peut-être que la destruction de Lagash était restée vivante dans la mémoire collective pendant assez longtemps pour influencer les traditions religieuses et littéraires qui en émergeaient le plus tard. Le plus important peut-être, c'est que l'histoire de Lagash révélait quelque chose de profond sur la nature de la civilisation antique et de ses fragilités. Ce qui s'était passé en Mésopotamie du Sud au moment de la destruction de Lagash s'était reproduit à maintes reprises au cours de l'histoire. Des empires qui semblaient puissants et permanents s'effondraient soudainement face à une agression militaire. Des civilisations hautement cultivées, dotées de traditions raffinées et de structures administratives sophistiquées, pouvaient être détruites et transformées en une génération. C'était une leçon que les historiens ne pouvaient pas ignorer. De plus, l'archéologie et les tablettes de Lagash offraient une étude de cas rares, une civilisation anéantie qui avait laissé des documents écrits contemporains sur sa propre destruction. La plupart des civilisations détruites n'avaient que des vestiges archéologiques, des preuves matérielles silencieuses de ce qui avait été. Lagash était différente. Lagash parlait. À travers ses tablettes, elle racontait l'histoire de sa propre chute d'une manière que nulle autre civilisation antique ne le faisait, avec autant de détails. Cette combinaison d'évidences archéologiques et documentaires permettait aux historiens modernes de construire une narration exceptionnellement complète. Ils pouvaient voir à la fois la cause et les faits. Ils pouvaient lire les correspondances diplomatiques et les demandes militaires qui menaient au conflit, puis examiner les couches de destruction archéologique qui marquaient le moment du cataclysme. Ils pouvaient comparer les descriptions contemporaines de la destruction avec les preuves physiques de cette destruction. C'était un dialogue entre documents écrits et preuves archéologiques, chacun confirmant et enrichissant l'autre. L'histoire de Lagash avait aussi ressonné à travers les âges pour une autre raison. Elle était une histoire de conquête et de domination, certes, mais elle révélait aussi quelque chose de plus personnel, plus humain. C'était l'histoire de dirigeants qui devaient prendre des décisions impossibles face à une menace existentielle. C'était l'histoire de paysans et de citoyens ordinaires qui payaient le prix de ces décisions avec leur vie. C'était l'histoire d'une guerre qui avait des gagnants et des perdants, mais où même le gagnant final découvrait que la victoire était temporaire, que l'empire qu'il avait construit sur les ruines de Lagash ne durerait que quelques générations. Lorsque les historiens mésopotamiens contemporains refermaient leur traduction des tablettes de Lagash, lorsque les archéologues rangeaient les ossements excavés et les documents fragmentaires, une question demeurait irrésolue, suspendue dans le silence de l'Antiquité. Car ce que les murs de Lagash n'avaient pas pu dire, ce que même les innombrables tablettes ne pouvaient exprimer, c'était la véritable ampleur de la transformation humaine que ce conflit avait causée. Les chiffres pouvaient être comptabilisés, les destructions matérielles documentées, les changements économiques enregistrés. Mais la douleur des individus, la texture psychologique de vivre dans un monde qui s'effondrait, le sens du perte identitaire, tout cela restait au-delà du langage bureaucratique que les scribes avaient utilisé pour consigner les faits. Ce qui rendait cet silence particulièrement significatif, c'est qu'il rappelait aux historiens modernes que toute histoire écrite, même avec les meilleures preuves documentaires, était toujours une approximation partielle. Les tablettes nous disaient qu'une armée avait été levée, qu'une bataille s'était déroulée, qu'une ville avait été conquise. Mais elles ne nous disaient rien sur la peur ressentie par un jeune homme enrôlé de force avant sa première expérience de combat. Elles ne nous disaient rien sur la confusion d'une mère qui tentait d'expliquer à ses enfants pourquoi ils devaient se cacher dans une cave alors que la ville brûlait autour d'eux. Elles ne nous disaient rien sur l'étrangeté époustouflante d'une vie normale qui disparaissait d'une journée à l'autre. Et pourtant, c'était précisément cette absence de voix humaine directe qui donnait aux tablettes une autorité particulière. Les documents n'étaient pas oralisés pour persuader ou divertir. Ils étaient écrits pour enregistrer, pour archiver. C'était leur froideur qui les rendait dignes de confiance. Un scribe qui enregistrait le nombre de soldats morts n'avait pas d'incitation à exagérer ou à minimiser. Il notait simplement les chiffres qui lui avaient été rapportés. Et à partir de ces chiffres, multipliés par les dizaines et les centaines de tablettes similaires, une image de la réalité émergeait. Ce que les historiens modernes pouvaient conclure, c'est que la destruction de Lagash et l'empire éphémère de l'Ugalzagesi représentaient une transition majeure dans l'histoire mésopotamienne.
La Mésopotamie, avant cette période, avait été un monde de cités-États relativement égal en puissance, coexistant dans un équilibre tendu mais relativement stable. Après cette période, le concept même d'empire, d'une entité politique qui s'étendait sur plusieurs cités-États et imposait une autorité centralisée, était devenu possible et réel. Lugalzagesi avait échoué à maintenir son empire, mais l'idée de l'empire avait été plantée. Les successeurs de Lugalzagesi, dont le plus célèbre était le roi Sargon d'Akkad, reprendraient le projet de création d'un empire unifié, et cette fois-ci, ils réussiraient à le maintenir pendant plus d'une génération. Mais ce succès futur était construit sur les ruines de Lagash. Les leçons apprises de la destruction de Lagash, sur la manière de mobiliser une population pour la guerre, sur la manière de soumettre une cité-État rivale, sur la manière de maintenir le contrôle politique une fois la victoire acquise, tout cela serait appliqué par les futurs conquérants. La destruction de Lagash était donc à la fois une fin et un commencement. C'était la fin d'une ère où les cités sumériennes gouvernaient indépendamment, chacune selon ses propres intérêts. Et c'était le commencement d'une ère d'empire, où une autorité centralisée, fondée sur la puissance militaire et la bureaucratie, tenterait d'imposer l'ordre à une région historiquement fragmentée. Les murs de Lagash, reconstruits après la destruction, continuaient à se dresser pendant des siècles après ces événements dramatiques. La cité subsistait, habitée, fonctionnelle, mais jamais plus, elle ne retrouverait sa gloire antérieure. C'était un monument vivant à la fragilité du pouvoir, à la rapidité avec laquelle la destruction pouvait frapper, à l'incapacité même des structures les plus robustes à résister à la violence organisée et déterminée. Et dans les décombres de Lagash, les tablettes d'argile continuaient à reposer, patientes, attendant le moment lointain où des archéologues modernes les découvriraient, les déchiffreraient et permettraient à la voix de ce monde ancien de parler une fois de plus à travers les millénaires. Ce que ces tablettes nous enseignaient, c'est que l'histoire n'est jamais aussi simple que les grands récits ne nous le laissent croire. Une civilisation entière, avec ses traditions complexes, ses structures administratives sophistiquées, sa vie culturelle riche, pouvait être transformée en quelques années. Les personnes qui avaient construit Lagash, qui avaient gravé ces tablettes, qui avaient adoré leurs dieux dans les temples de la ville, avaient vécu dans la conviction que leur monde durerait. Et puis, soudainement, ce monde s'était effondré. Les survivants avaient dû se reconstruire, physiquement et psychologiquement, sachant que rien n'était permanent, que tout pouvait être pris en un instant par la force. Et ce qui avait pu être pris et transformé dans un instant avait pris des générations à reconstruire.